Il y a des matinées qui, dès leurs premières minutes, portent une tension si dense qu'on pourrait presque la toucher. Celle-ci avait commencé par un ciel bas, d'un gris uniforme, et par le silence inhabituel de la rue devant mon immeuble. Je m'étais réveillée tôt, plus tôt que nécessaire, incapable de prolonger le sommeil alors que la réunion de succession approchait. Mon esprit tournait autour de cette idée depuis des jours. Le bureau du notaire, les pages lues, sa voix haute, les regards qui se croisent, et cette chaise, à côté de lui, que ma belle-mère ne manquerait pas d'occuper. Je pris mon café en regardant la vapeur monter et se dissoudre dans l'air, me disant que ce geste simple serait le dernier moment neutre de la journée. Depuis la mort de mon père, les rapports familiaux s'étaient tendus jusqu'à l'extrême. Les souvenirs communs n'étaient plus un terrain de consolation, mais un champ miné. Chaque objet, chaque souvenir, chaque phrase de son testament était désormais une pièce sur un échiquier que chacun essayait d'avancer à son avantage. L'étude notariale se trouvait dans un immeuble ancien du centre de Bordeaux, à 2 pas de la place Gambetta. Les murs extérieurs, d'un beige patiné, portèrent les traces de décennies de pluie et de soleil. J'arrivais en avance, le cœur battant, et je restais quelques instants sur le trottoir, à observer la porte massive en bois sombre, comme si franchir ce seuil allait me faire basculer dans un autre monde. À l'intérieur, l'air était tiède, imprégné d'une odeur mêlée de cire, de vieux livres et de papier. Une secrétaire, le visage sérieux, m'accueillit avec un bref salut et m'indiqua la salle de réunion. J'y entrai et fus aussitôt frappé par la disposition. Une longue table rectangulaire, aux pieds de sculptés, recouverte d'un cuir, vert sombre. Au bout, derrière un dossier de cuir plus haut que les autres, le fauteuil du notaire. À sa droite, déjà installée, ma belle-mère. Elle portait un tailleur impeccable, un parfum reconnaissable entre mille, et ce sourire discret qu'elle utilisait comme une arme, ni chaleureux ni franchement hostile, mais chargé de cette assurance qu'elle avait toujours eue. Elle avait pris cette place à côté du notaire comme on revendique un territoire. Je sentis que, dès cet instant, elle avait choisi son rôle dans cette pièce de théâtre. Le notaire, maître Aubanel, un homme d'une 60aine d'années, le visage taillé à l'économie et les gestes mesurés, salua chacun d'entre nous. Autour de la table, mes demi-frères, enfants de ma belle-mère, et 2 cousins paternels, prenaient en place. L'atmosphère était feutrée, mais les regards disaient ce que les mots n'osèrent pas encore formuler. Lorsque maître Aubanel ouvrit le premier dossier, le froissement du papier fit taire les derniers murmures. Sa voix, posée, commença la lecture. Et dès les premières phrases, mon nom apparut. Non pas une fois, mais 2, puis 3, puis à nouveau, comme un fil rouge qui traversait chaque paragraphe. Les legs, les instructions, les biens désignés. Mon nom revenait, imprimé sur chaque page, comme si mon père avait voulu que rien ne soit ambigu. Je sentais le regard de ma belle-mère se poser sur moi à chaque mention. Elle ne disait rien, mais sa posture, légèrement redressée, et la tension dans ses mains posées sur la table trahissaient ce qu'elle pensait. Ce n'était pas de la surprise, c'était de l'irritation contenue, la certitude qu'elle ne pourrait pas dévier le cours de ce qui se lisait. Au fil de la lecture, je redécouvrais des aspects de mon père que j'avais oubliés. Dans les détails précis des clauses, je voyais son souci d'ordre, sa volonté de ne pas laisser de zone d'ombre. Il avait nommé chaque bien, désigné chaque bénéficiaire avec une précision chirurgicale. Mais ce qui frappait, c'était la place qu'il m'avait donnée. Même dans les biens partagés, il précisait que ma voix compterait double pour les décisions à venir. Plus les pages se tournaient, plus la pièce semblait se rétrécir autour de cette tension muette. Léa, autres écoutaient, certains le visage impassible, d'autres affichant des signes de crispation. Pour ma part, je me contentais d'écouter, retenant mes réactions. J'avais toujours su que mon père tenait à moi, mais l'entendre se confirmer ainsi, noir sur blanc, au milieu d'une assemblée où chacun avait ses attentes, était à la fois réconfortant et lourd à porter. Lorsque la lecture s'interrompit pour la première pause, un silence épais s'abattit. La secrétaire entra avec un plateau de café et d'eau. Chacun se servit mécaniquement. Ma belle-mère, elle, resta assise, fixant le dossier devant elle. Je voyais dans ses yeux qu'elle calculait, déjà, les marges de manœuvre qui lui restaient. En reprenant, maître Aubanel abordait les dispositions concernant la maison familiale, située à Arcachon. Mon nom revenait encore, lié à des droits exclusifs d'usage. Je sentis un frisson me parcourir. La maison, pour moi, ce n'était pas seulement un bien immobilier. C'était l'endroit des étés lumineux, des rires sur la terrasse, des
Matin où mon père préparait le café en silence pendant que la mer se faisait entendre au loin. Savoir que j'en étais désormais la principale bénéficiaire réveillait une gratitude profonde, mais aussi une conscience nouvelle. Cela allait attiser les tensions. La lecture se poursuivit ainsi, implacable. À chaque page, à chaque alinéa, mon nom revenait comme une ritournelle, et je pouvais presque sentir la température de la pièce changer. À la fin de la matinée, le notaire referma son dossier et annonça que la séance reprendrait après le déjeuner. En sortant de la salle, je croisai brièvement le regard de ma belle-mère. Il n'y avait ni haine pure ni résignation, mais une promesse silencieuse. Cette lecture n'était que le début. Le déjeuner qui suivit la première partie de la lecture se déroula dans une brasserie voisine, un lieu impersonnel où les nappes blanches et les serveurs pressés semblaient absorber toutes les conversations. J'avais choisi de m'installer seule, un peu à l'écart, espérant profiter de cette heure pour reprendre mes esprits. Pourtant, même là, le poids de la matinée me collait à la peau. Les mots du notaire résonnaient encore dans ma tête, avec mon nom répété comme un refrain obstiné. En observant par la fenêtre la rue qui s'animait, je me rendis compte que mon appétit était presque nul. J'avalai machinalement quelques bouchées, plus par nécessité que par envie. À quelques tables de là, ma belle-mère déjeunait avec ses deux fils. Ils parlaient à voix basse, penchés les uns vers les autres, dans une posture presque conspiratrice. Leurs regards se posaient sur moi de temps en temps, comme pour jauger ma réaction. Je savais que l'après-midi serait plus difficile encore que le matin. Si la première partie de la lecture avait établi les grandes lignes de la répartition, la suite allait entrer dans les détails pratiques. Biens mobiliers, comptes bancaires, parts d'entreprise familiale. Autant de sujets où les susceptibilités et les intérêts pouvaient s'aiguiser. De retour dans la salle du notaire, l'air semblait plus lourd, comme si chacun revenait avec ses pensées bien affûtées. Maître Aubanel reprit son dossier et entama la lecture des dispositions relatives au compte. Là encore, mon nom revenait régulièrement. Certaines sommes m'étaient directement attribuées, d'autres étaient placées dans une structure commune où j'avais un droit de regard renforcé. Ce droit, je savais qu'il était précieux. Il signifiait que, pour toute décision, mon accord serait indispensable. Je voyais les sourcils de ma belle-mère se contracter imperceptiblement à chaque mention de ce privilège. Elle tentait de conserver une posture de neutralité, mais ses mains, crispées sur ses genoux, trahissaient sa tension. Puis vint la question des biens mobiliers, et là, un silence plus dense encore s'installa. Le notaire énumérait les meubles anciens, les tableaux, les objets de valeur. Chaque pièce avait sa description, sa localisation dans la maison d'Arcachon ou dans l'appartement de Bordeaux. Lorsque fut mentionné un bureau ancien, hérité, du grand-père paternel, mon nom apparut encore comme bénéficiaire direct. Je sentis le regard de mes demi-frères glisser vers moi, chargé de cette incompréhension mêlée de rancune qui ne demande qu'une étincelle pour s'enflammer. À mesure que la lecture avançait, je sentais que la salle devenait un terrain mouvant. Les phrases du notaire, pourtant neutres et dépourvues de tout commentaire, étaient comme des pierres jetées dans un bassin. Elles provoquaient des cercles concentriques de réaction, parfois imperceptibles, parfois visibles. Un hochement de tête, un soupir discret, un stylo qu'on repose un peu trop brusquement. Ma belle-mère, elle, gardait son calme apparent. Mais je savais qu'elle n'avait pas l'habitude de se voir reléguée à un rôle secondaire dans ce type de réunion. Depuis qu'elle avait épousé mon père, elle s'était toujours tenue au centre des décisions familiales, administratives ou financières. La voir ainsi en retrait, contrainte d'écouter un texte qui ne lui laissait qu'une marge réduite, devait être pour elle une épreuve qu'elle s'efforçait de cacher. Lorsque la question des parts dans l'entreprise familiale fut abordée, je sentis que la tension atteignait un autre niveau. Mon père avait été clair. Ses parts, il me les léguait en priorité, avec un droit de préemption en cas de revente. En pratique, cela me plaçait en position de contrôle sur l'avenir de l'entreprise. À cette annonce, mes demi-frères échangèrent un regard rapide. Ce n'était pas un simple bien comme un tableau ou un meuble. C'était un levier, un pouvoir sur une activité qui, pour eux, représentait non seulement un revenu potentiel, mais aussi un héritage symbolique de leur père biologique, avant que ma belle-mère n'épouse le mien. Je restais impassible, mais à l'intérieur, je sentais une forme de vertige. Ce que je recevais ce jour-là dépassait largement mes attentes initiales. Je n'avais jamais envisagé d'avoir autant de place dans ce dispositif. C'était à la fois un honneur et une responsabilité. Et je savais que, pour les autres, c'était une perte de terrain difficile à accepter. Lorsque la séance prit fin en fin d'après-midi, le notaire referma son dossier avec lenteur, comme pour marquer le caractère solennel de ce moment.
Il rappela que la répartition ne prendrait effet qu'après certaines formalités et qu'un calendrier serait communiqué pour la signature des actes définitifs. En quittant la salle, je sentis un mélange de soulagement et de malaise. Soulagement, de voir les dispositions établies avec autant de clarté. Malaise à l'idée des réactions que cela allait provoquer. Dans l'ascenseur, je croisai le regard de ma belle-mère une dernière fois ce jour-là. Elle ne dit rien, mais ses yeux semblèrent me dire « Ce n'est pas terminé ». En rentrant chez moi, la ville me sembla différente. Les rues familières étaient les mêmes, mais mon rôle dans cette famille venait de changer irréversiblement. Ce soir-là, je compris que les héritages les plus lourds ne sont pas toujours ceux qu'on range dans un coffre-fort. Les jours qui suivirent la réunion, de succession prirent la couleur de ces lendemains où rien n'a l'air d'avoir changé, mais où tout, en réalité, s'est déplacé d'un cran. Je retournais à mes habitudes, mais chaque geste était accompagné d'une conscience nouvelle. J'étais désormais au centre d'un dispositif qui, qu'on le veuille ou non, m'accordait une place prépondérante dans l'héritage de mon père. Je savais que ma belle-mère ne digérerait pas facilement ce qui avait été lu. Elle n'avait pas eu besoin de protester ouvertement le jour même. Son silence calculé valait déjà promesse de riposte. Avec elle, rien ne se faisait dans la précipitation. Ses mouvements étaient toujours mesurés, comme ceux d'une joueuse d'échecs qui sacrifie un pion pour mieux attaquer plus tard. Le premier signe arriva discrètement. Un message de l'un de mes demi-frères, cordial en apparence, m'invitait à discuter des biens communs autour d'un café. L'expression me fit sourire, car rien n'était vraiment « commun » dans ce qui avait été énoncé par le notaire. Mais j'acceptai, par curiosité. Nous nous retrouvâmes dans un bar du quartier Saint-Pierre. Le décor, avec ses murs de pierre blonde et ses tables en bois brut, contrastait avec la froideur des propos qui suivirent. Sous couvert de me féliciter, il évoqua la possibilité de rééquilibrer certaines dispositions pour le bien de la famille. Derrière ces mots polis, je percevais la demande implicite. Renoncer à une partie de ce qui m'avait été attribué. Je répondis que tout cela relevait désormais de dispositions testamentaires et qu'il n'y avait rien à rééquilibrer, en dehors de ce qui avait été prévu. Mon ton restait calme, mais je savais que ce refus nourrirait la rancune. Les semaines suivantes, je constatais de petits mouvements. Une pièce de mobilier mentionnée dans l'inventaire avait disparu de la maison d'Arcachon. Un compte commun, destiné à l'entretien de la propriété, avait été vidé d'une partie de ses fonds, officiellement pour payer des réparations urgentes dont je n'avais pas été informée. Chaque fois que je posais une question, on me répondait avec une justification technique, difficile à contester sans paraître paranoïaque. Je commençais à comprendre que la véritable bataille ne se jouerait pas seulement dans le bureau du notaire, mais dans les marges, les interstices laissés par les textes. Les biens matériels pouvaient se déplacer, les fonds pouvaient s'évaporer, les souvenirs pouvaient se perdre volontairement. Un soir, je reçus un appel de Maître Aubanel. Sa voix, toujours égale, portait cette nuance d'attention qui précédait une annonce importante. Il m'informa qu'il avait reçu plusieurs courriers de ma belle-mère contestant certains points du testament. Elle ne remettait pas en cause la validité du document. Elle savait que c'était une bataille perdue, mais arguait que certaines dispositions pouvaient être interprétées différemment. J'écoutais sans l'interrompre, consciente que ce genre de manœuvre pouvait durer des mois, voire des années. Le notaire me conseilla de rester vigilante et de documenter chaque élément susceptible de prouver que les volontés de mon père étaient respectées. Je me mis donc à tenir un journal précis. Date, conversation, mouvement de biens, relevé. De compte, tout y passait. Ce travail, fastidieux au début, devint rapidement une routine. Je photographiais les objets, scannais les documents, classais les courriers. Cette rigueur me donnait l'impression de reprendre la main sur un terrain qui m'échappait. Entre-temps, la maison d'Arcachon devenait un autre champ de tension. Chaque visite était l'occasion de découvrir un détail modifié. Un tableau déplacé, une pièce fermée à clé, une armoire vidée. Ces changements, anodins pris isolément, formaient ensemble un tableau clair. On m'envoyait le message que, malgré les droits inscrits sur le papier, mon autorité sur ces lieux pouvait être contournée. Un après-midi d'automne, alors que je me trouvais à Arcachon pour vérifier l'état de la maison avant l'hiver, j'entendis, à travers une porte, ma belle-mère discuter avec l'un de ses fils. Le ton était bas, mais les mots étaient assez distincts pour que je comprenne. Elle évoquait la possibilité de vendre discrètement certains objets, avant que tout soit figé par les signatures finales.
Mon nom revint plusieurs fois, accompagné de remarques sur mon obstination et ma froideur. Je restais immobile, consciente que je n'avais pas intérêt à me montrer. Cette conversation confirmait ce que je soupçonnais. La lutte n'était pas frontale, mais insidieuse, faite de petites entailles dans le tissu des dispositions officielles. Ce soir-là, en rentrant à Bordeaux, je pris une décision. Je demanderais au notaire d'accélérer autant que possible la finalisation des actes, afin de verrouiller juridiquement ce qui pouvait l'être. J'avais compris que chaque jour de flottement était une opportunité pour ceux qui contestèrent l'héritage de mon père. Le lendemain, dans le bureau feutré de Maître Aubanel, je lui exposai mes inquiétudes. Il m'écouta attentivement, puis me répondit que mes craintes étaient fondées. Il me promit d'avancer le calendrier autant que les procédures le permettraient, tout en me rappelant que certaines étapes, légales, restaient incompressibles. Sortant, je me sentis à la fois rassurée et consciente des limites de ma marge de manœuvre. La loi était de mon côté, mais le temps, lui, pouvait jouer contre moi si je baissais la garde. Je rentrais chez moi avec la certitude que les prochains mois exigeraient de moi une vigilance constante, et je savais que ma belle-mère, assise à côté du notaire lors de cette première réunion, n'avait pas dit son dernier mot. L'hiver s'était installé sur Bordeaux, apportant avec lui ce froid humide qui s'infiltre partout. Les jours s'écourtaient et la lumière, filtrant à travers les vitres givrées, rendait chaque pièce de mon appartement plus silencieuse encore. Les semaines s'étaient écoulées depuis ma dernière conversation avec Maître Aubanel, et je savais que nous approchions de la dernière étape, la signature définitive des actes de succession. J'avais passé ce temps dans une vigilance constante, poursuivant mon journal de preuves, notant chaque échange, chaque mouvement suspect. J'avais aussi multiplié mes visites à Arcachon, veillant à photographier chaque objet mentionné dans l'inventaire. Les changements subtils continuaient, un fauteuil disparu, une vitrine réarrangée, mais désormais, je pouvais prouver qu'ils avaient eu lieu. Cette accumulation de faits ne me réjouissait pas, mais elle me donnait une arme. Un matin de janvier, je reçus un appel du notaire. Sa voix, comme toujours égale, me confirma que la date était fixée pour la réunion finale. Ce serait un jeudi, dans une semaine, à 10 heures précises. La salle de réunion serait la même que la première fois. Il me conseilla de relire attentivement le projet d'acte qu'il allait m'envoyer et d'arriver avec tous les documents dont je disposais. Les jours qui suivirent, je vécus dans une tension contenue. Chaque soir, je relisais le projet d'acte, vérifiant que rien n'avait été omis, que toutes les clauses étaient conformes aux volontés de mon père. Je relisais aussi mes notes, repassant mentalement les épisodes marquants depuis le décès, comme pour me préparer à répondre à tout ce qui pourrait surgir. Le matin de la réunion, je partis tôt. La ville, encore à demi endormie, avait ce calme particulier des jours froids où peu de passants osent s'attarder dehors. En arrivant devant l'immeuble de l'étude, je retrouvais cette impression de bascule comme la première fois. La porte en bois, le hall ciré, l'odeur de papier et de cire d'abeille, rien n'avait changé, sauf moi. Dans la salle, tout le monde était déjà là. Ma belle-mère, bien sûr, assise à la même place, à droite du notaire, comme pour signifier qu'elle gardait son rôle. Ses fils, en face de moi, le visage fermé. Les cousins, en retrait, presque spectateurs. Je m'assis, posant devant moi mon dossier de documents, lourd et épais. Maître Aubanel commença la lecture de l'acte définitif. Sa voix claire et régulière remplissait la pièce. Comme lors de la première réunion, mon nom revenait à intervalles réguliers, inscrit dans chaque clause essentielle. Mais cette fois, je ne ressentais plus le mélange de surprise et de gêne de la première fois. J'écoutais avec une concentration calme, prête à intervenir si nécessaire. À plusieurs reprises, ma belle-mère demanda des précisions. Elle le faisait d'un ton neutre, presque détaché, mais ses questions visaient toujours à vérifier les limites exactes de mes droits. Chaque fois, le notaire répondait avec précision, confirmant que les termes étaient conformes au testament et au texte de loi. Je voyais alors, dans ses yeux, une lueur d'irritation qu'elle tentait de dissimuler. Lorsque vint le passage sur la maison d'Arcachon, je sortis une série de photos de mon dossier. Elles montraient l'état des lieux à différentes dates, avec des objets manquants ou déplacés. Je n'accusais personne directement. Je me contentais de demander que l'acte mentionne la nécessité de replacer ou de compenser les biens, manquant avant la remise des clés. Maître Aubanel acquiesça et ajouta la note d'un geste sûr. Ce moment fut décisif. J'avais prouvé que j'étais prête, que je ne laisserais passer aucun détail. Et dans le regard de ma belle-mère,
Je lus une reconnaissance contrainte. Elle comprenait que la partie était terminée. La lecture se poursuivit jusqu'à la fin, et enfin vint le moment de signer. Le notaire fit passer les pages, chacun apposant sa signature à l'endroit prévu. Lorsque ce fut mon tour, je signai sans trembler. En relevant les yeux, je croisai le regard du notaire. Il me fit un signe discret, presque imperceptible, comme pour me dire que tout était désormais sécurisé. La réunion prit fin dans un silence poli. Les chaises raclèrent le sol, les dossiers furent refermés, les manteaux enfilés. Je sortis la première, laissant derrière moi le brouhaha discret, des conversations reprises. Sur le trottoir, l'air froid me saisit, mais je respirai profondément, sentant une légèreté nouvelle. Ce n'était pas la joie. Il n'y avait rien de joyeux dans une victoire obtenue ainsi, mais c'était un apaisement. Les volontés de mon père étaient respectées. La maison, les biens, les parts, tout était désormais à l'abri des manœuvres. J'avais tenu bon, sans céder, sans me laisser détourner par les pressions. En rentrant chez moi, je posai mon dossier sur la table et préparai un café. Par la fenêtre, je regardais la lumière grise s'installer sur les toits. Je pensais à mon père, à cette place qu'il m'avait donnée dans son testament, à ce qu'il avait voulu dire en répétant mon nom sur chaque page. Ce n'était pas seulement une question de bien ou de pouvoir. C'était une manière de dire qu'il me faisait confiance, qu'il comptait sur moi pour préserver ce qu'il avait construit. La bague de sa montre de poche brillait sur la commode, souvenir d'un autre héritage, celui du temps partagé. Je compris alors que la valeur réelle n'était pas dans les chiffres inscrits dans l'acte, mais dans la capacité de tenir sa place, de défendre ce qui nous revient, sans se perdre dans la rancune.